Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Pour parler ce matin de politique étrangère, pour parler diplomatie, le ministre des Affaires étrangères est notre invité ce matin, Monsieur Bokshi Edmond. Merci, Madame, Monsieur. Monsieur le ministre, bonjour. Bienvenue à Métropole. Merci de répondre surtout à notre invitation. Merci beaucoup, Wendell Théodore. Et c'est pour moi un plaisir d'être ici sur le plateau de Métropole. Et bonjour aux téléspectateurs et aussi aux éditeurs de Radio Télé Métropole. On dit souvent que le poste de ministre des Affaires étrangères, d'autant que ce ministère figure parmi les trois régaliens, mais c'est surtout un poste, je dirais, prestigieux. C'est ça? C'est vrai? Mais je dirais que tous les postes ministériels sont prestigieux. Et probablement, et le poste de ministre des Affaires étrangères vous donne une visibilité davantage sur les autres parce que le fait que vous voyagez, vous rencontrez des collègues, des homologues et aussi des partenaires internationaux. Et probablement, ça vous donne beaucoup plus de visibilité que les autres. Mais je dois vous dire que le fait qu'un citoyen sur les 11 ou 12 millions d'habitants que la République d'Haïti a, d'être choisi pour être ministre, c'est déjà quelque chose de prestigieux. Alors, dites-nous, Monsieur le ministre, vous voyagez beaucoup? Ça arrive parfois, parce que cela fait partie aussi du boulot. Et vous savez, être ministre des Affaires étrangères, vous n'êtes que le porte-parole du président de la République et de son gouvernement, ou du moins de la République d'Haïti. Et cela voudra dire que les partenaires internationaux ne sont pas tous en Haïti. Et même quand ils sont en Haïti, représentés par certaines ambassades, mais il va falloir que vous soyez toujours prêts pour représenter Haïti et dans les forats internationaux et aussi défendre les intérêts d'Haïti, défendre les intérêts de ses ressortissants. Voilà. Alors le sens de cette question, c'est parce que chaque fois que des invitations vous sont lancées par Métropole, vous êtes souvent en voyage. Bon, malheureusement, mais... Non, ceci pour vous dire que nous sommes très contents d'avoir la possibilité de vous parler aujourd'hui, de faire la lumière sur certains dossiers. Je suis certainement disposé. D'autant qu'il y en a qui font l'actualité, il y a des dossiers qui font l'actualité et qui ont rapport avec le ministre des Affaires étrangères. Le dernier dossier, qui est aujourd'hui très présent sur les réseaux sociaux, c'est votre visite, la délégation que vous avez présidée et qui était au Qatar récemment. Sur les réseaux sociaux, on peut voir que vous étiez accompagné de Charles Jean-Jacques, ordonnateur national. Du gouverneur de la Banque centrale. Du gouverneur de la Banque centrale, de M. Apped. M. Andy Apped, du secteur privé. On présente... et aussi de M. Clifford No, qui est le nouveau chargé d'affaires d'Haïti à Doha, Qatar. Parce que nous avons ouvert une ambassade au Qatar. OK. Ça, mon a dit sur les réseaux sociaux, monsieur le ministre, il dit, mes délégations calvent pays avec ces princes, les richissimes princes, ils disent que nous avons laissé acheter dette, vendre nos dettes Petro-Caribé, c'est pays que nous allons vendre. Et avec l'auditeur Métropole, nous sommes très intéressés matin qu'on ait exactement, c'était quoi le but de cette visite? Qu'est-ce que vous avez été faire au nom d'Haïti dans ce pays? Tout d'abord, je dois dire que le jour même de ma visite, de mon arrivée à Qatar, il y a eu une note de presse du ministère des Affaires étrangères, un communiqué, pour annoncer ma visite au Qatar. Et ça n'a pas été une visite, je dirais, quelque chose qu'on avait décidé de faire ou de garder secret. Ça a été une visite ouverte et
un communiqué du ministère des Affaires étrangères a annoncé mon départ. Et j'ai été invité par mon homologue qatari et le ministre des Affaires étrangères. Et c'est suite à une rencontre que nous avons eue déjà à Washington, où nous avons discuté des possibilités d'investissement. Mais nous avons des relations diplomatiques avec le Qatar. Et ça date de plusieurs années. L'ambassadeur du Qatar qui est en République dominicaine est aussi ambassadeur du Qatar à Port-au-Prince. Mais nous autres n'avons pas encore formalisé cette relation. À ce niveau-là, nous avons décidé, puisque dans les pays du Golfe, ce qu'on appelle en anglais les GCCs, les Gulf Council Cooperation Countries, ils ont décidé pour une ambassade à Doha qui aura cette responsabilité des pays du Golfe. Et pourquoi nous avons choisi le Qatar, Doha? Parce que pour sa position géographique, et ensuite sa volonté au gain à partir de plusieurs rencontres. Ils veulent investir dans pas mal de pays, et nous avons aussi choisi l'opportunité de les présenter les différentes potentialités, les différentes possibilités qui existent en Haïti, pour leur présenter une idée du marché haïtien, ce que Haïti a à offrir à ces investisseurs. Et nous avons parlé d'investissement, effectivement, et nous avons parlé d'appui budgétaire, nous avons parlé de fonds de garantie, parce que nous avons rencontré pas seulement le gouvernement du Qatar, mais nous avons rencontré aussi des organisations privées, notamment le Qatar Foundation for Development, qui est une organisation qui a décidé, à partir d'une proposition que nous avons faite, d'avoir un fonds de garantie de près de 100 millions de dollars qui pourrait être mis à la disposition de la République d'Haïti. Et c'est-à-dire si il y a un secteur... C'est par ce chiffre que je vois sur les réseaux sociaux, on parle de préférence de 71 millions de dollars comme avance sur les commissions que les autorités haïtiennes auront gagnées après la signature officielle des contrats. C'est pas vrai. Écoutez, sur les réseaux sociaux, on dit tout ce qu'on veut. Mais malheureusement, on ne peut pas avancer des faits et des preuves pour appuyer ces genres de nouvelles ou d'accusations. Pour moi-même, ce sont des ragots. Je ne les prends pas pour des choses sérieuses. Même quand nous autres, nous aurions décidé de garder en secret la signature d'un tel contrat, mais le gouvernement Qatar n'a pas besoin de garder en secret lui-même. OK? C'est juste pour vous dire, pas rien comme ça qui fait. Certes, nous avons abordé la question d'investissement sur le tourisme. Nous disons mes possibilités nous avons dans le domaine du tourisme. Nous disons mes possibilités nous avons dans le domaine de l'agriculture, de la production agricole. Parce que nous avons pile l'espace de terre, près de 450 000 hectares de terre qui irriguent, qui préparent, qui fait des productions, qui fait des produits organiques, qui sont très intéressés. Et il y a aussi, c'est ce qu'on appelle le Assad Food, c'est une organisation privée. Et ils étaient intéressés pour l'agriculture, c'est-à-dire pour venir produire et investir dans le domaine agricole, pour faire production et exporter vers le marché américain. Parce que c'est ça, ils veulent prendre avantage de la loi Hope Help. Pas oublier son loi qui baille que tout ce qu'a produit en Haïti, tous les produits. On parle de 5 000 produits, mais c'est beaucoup plus que ça. Sauf les armes, qu'on a exporté vers le marché américain, dans la mesure où ils sortent en Haïti, et sans taxe, sans droit de douane. Ils souhaiteraient prendre l'opportunité et l'avantage. Alors, c'est pourquoi, et quand moi, je parle Omri, parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut faire comme ça. On parle de rachat de dette de Venezuela. Cette question n'a pas été abordée. Et même quand cette question aurait été abordée, malgré ça, c'est un pays qui a une dette, parce que la République dominicaine fait dette pétrocaribienne là, que Citibank a racheté. Mais la République dominicaine a eu le temps de négocier avec le Venezuela pour y réduire dette là, et Citibank a acheté. La Jamaïque a fait de même. Dette pétrocaribienne là, il négocie avec une banque américaine qui était négocier avec le Venezuela. Il a acheté parce qu'à l'époque, le Venezuela cherchait du cash. Mais malheureusement, nous n'avons pas saisi l'opportunité de ça tout pour nous négocier par nous, pour nous faire. Mais ça peut arriver. Son exercice économique normal, un pays qui cherche
à renégocier avant de sa dette externe. Le mécanisme, c'est qui s'allie. Par exemple, moi, dis pays, m'a vendu dette. Est-ce que le cas racheter dette Petro-Caribé? Bien sûr, ça peut arriver qu'un pays intéressé, par exemple, cela va dépendre du taux d'intérêt. Et le pays a décidé, bon, comme dans notre cas, et ça qui rend compliqué pour un pays ou une banque, c'est le taux que nous avons eu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le taux Venezuela, son taux préférentiel lié. Et pas oublier son dette souveraine liée. C'est-à-dire, banque qui achète le pays qui achète la banque et à perdre. Le problème, pourrait être au niveau du taux d'intérêt. Parce que nous avons 1% d'intérêt. Et pourtant, il y a des pays qui ont acheté des dettes à 10-12%. Alors le problème, c'est là. Mais il n'a jamais été question de ça. Nous n'avons pas été au Qatar pour négocier le rachat de la dette. Nous avons été seulement pour les montrer, pour parler avec eux sur les différentes possibilités et potentialités d'Haïti en matière d'investissement étranger. Et parce que nous savons qu'ils investissent, ils investissent en République dominicaine. Pour qui ça nous va, s'il y a bien investi en République dominicaine, pour qui ça nous va chercher pour investir dans Alors, il y a quelqu'un qui estimait que ce serait une grande faute géopolitique, cette visite au Qatar. Parce que c'est un pays qui est mis à l'index par les monarchies du Golfe, proche des Américains et des Israéliens. Et pour qui ça? À cause de relations avec l'Iran frappées par des sanctions. Et on estime aussi que l'Arabie Saoudite a même voulu creuser un canal pour isoler le Qatar de la péninsule arabique. Est-ce que ici, la diplomatie haïtienne ne joue pas avec le feu? Non, nous ne jouons pas avec le feu. je veux dire, ça a été un choix stratégique. Et le Qatar, certes, a été isolé. Et nous avons décidé d'ouvrir, c'est-à-dire même de mettre notre ambassade à Doha. C'était bien avant le blocus et contre le Qatar. Et nous avons cru que normalement un pays, c'est un petit pays, certes, mais riche. Et nous croyons que ce n'était pas une politique assez, je dirais ça, d'isoler ce pays. Et nous avons décidé, nous autres, de le supporter, et tout en ayant à l'esprit la nécessité de renforcer nos relations avec le Qatar et aussi avec les autres pays du Golfe. Mais il a fallu un point stratégique. Et nous n'avons pas les ressources suffisantes pour avoir des ambassades dans chaque pays du Golfe, mais nous avons décidé stratégiquement de nous situer là-bas et à partir de là, et jeter le pont entre l'espace qatari et les autres pays du Golfe. Et quelqu'un pourrait émettre une opinion en disant que c'est une erreur, ou du moins nous jouons avec le feu, je ne crois pas. Et nous sommes arrivés là-bas et j'ai décidé, suite aux instructions du président de la République, de mettre notre ambassade à Doha. Nous avons nommé un chargé d'affaires là-bas qui va avoir cette responsabilité comme chasseur d'investisseurs. Et moi, je crois que c'est quand même une décision diplomatique assez intelligente. À aucun moment, ce qui prétexte, ce qui base au monde avec le feu. Peut-être les autres pays du Golfe, ils ont mis Qatar en situation d'isolement. Mais je dois vous dire que la décision a été une décision réfléchie et calculée. Et à aucun moment, nous n'avons pas en tête que nous avons joué ni du feu, ni entrer dans le conflit monde. Tout simplement, nous sommes là et pour renforcer nos relations bilatérales, tant avec le Qatar qu'avec les autres, mais aussi nous sommes là pour défendre nos intérêts, pour chercher des investissements pour Haïti. Voilà. On peut parler de rapprochement, recherche de rapprochement entre les deux pays à travers les investissements. Bien sûr, c'est sûr. Non seulement des investissements, mais aussi à travers des activités culturelles. Parce que l'un des projets que nous avons et pour notre ambassade que nous allons, et qui est officiellement, je dirais, qui est déjà là, mais nous allons procéder à l'inauguration bientôt. Et nous avons procédé à des activités culturelles, nous avons amené, parce que les Qataris ne connaissent, il n'y a pas beaucoup qui connaissent vraiment l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti. Non seulement nous avons intérêt à vendre la culture haïtienne là-bas, et nous avons intérêt à parler du tourisme haïtien, et aussi les potentialités d'Haïti. Et vous savez, le Qatar va organiser en 2022 la Coupe du Monde, et je pense que ce sera aussi l'opportunité
pour Haïti d'en profiter de l'occasion et avec les millions de touristes, des milliers de touristes qui vont être là-bas et pour être présents et organiser des activités culturelles et vendre l'image d'Haïti d'une autre manière. Monsieur le ministre, il y a eu une première rencontre entre des représentants du Qatar et les Haïtiens. Vous avez fait partie de... Non, ça a été une première mission et nous avons été à Washington pour autre chose. Mais le ministre des Affaires étrangères du Qatar se trouvait en même temps à Washington à la même réunion et nous nous sommes rencontrés. Nous avons eu une petite discussion sur comment renforcer les relations. C'est une activité qui se fait entre n'importe quel ministre des Affaires étrangères. Quand vous rencontrez votre homologue, il faut en profiter pour en parler des possibilités de rapprochement, de renforcement des relations bilatérales et aussi, si vous savez par exemple le Qatar qui investit pas mal, beaucoup dans beaucoup de pays, eh bien certainement je vais en profiter pour parler d'investissement pour mon pays. Moi quand il s'agit de défendre les intérêts de mon pays, quand il s'agit d'aller à la conquête et des investissements étrangers, c'est ce que nous avons besoin d'Haïti. Les investissements étrangers, je n'hésiterai pas à aucun moment de le faire. Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, on met à l'index la présence de Andy Apped. C'est le gouvernement haïtien qui a demandé à M. Apped de faire partie de la délégation ou est-ce qu'il était invité par les autorités qatariennes? Bon, comme Andy Apped, nous savons qu'il est l'un des principaux investisseurs dans le domaine textile. Certes, nous l'avons abordé pour l'inviter à nous rejoindre dans la délégation. C'est comme on aurait invité quelqu'un d'autre du secteur privé. Parce que c'est pure coïncidence, pur hasard. Et quand le président, par exemple, part en voyage officiel, généralement, il invite des hommes d'affaires. Parce que pourquoi nous l'avons cru, c'était nécessaire d'être accompagné par un homme d'affaires. Et malheureusement, on parle de Andy Apped, mais il pourrait être quelqu'un d'autre, il pourrait être deux, il pourrait être trois. Et on ne peut pas aller dans un pays pour parler d'investissement avec seulement des figures politiques gouvernementales. Et on voulait montrer aussi aux partenaires, aux interlocuteurs, il y a aussi une représentation du secteur privé, il y a aussi un homme d'affaires qui connaît leur langage, qui parle avec eux, qui pourrait aussi parler de l'investissement en Haïti, parler du secteur privé haïtien. Voilà, c'est ça l'intérêt. Mais si toutefois il y aurait une autre raison pour fustiger, je dirais, M. Apped à ce niveau-là, je ne connais pas, mais je sais qu'il a accepté volontiers d'être partie de cette délégation, comme j'aurais demandé à quelqu'un d'autre du secteur privé de le faire. Maintenant, ce que les gens voudraient savoir, qu'est-ce qui a été conclu? Rien n'a été conclu jusqu'à présent, c'est ça. C'est ce que je ne comprends pas quand on parle de... Je crois que vous m'avez mentionné, il y a un montant X qu'on a donné, etc. Oui, 70 millions. Il n'y a pas encore de conclusion, parce que ce que nous avons parlé avec eux, j'avais dit tout à l'heure, c'est un appui budgétaire, nous avons sollicité, et comme l'Union européenne le fait, comme le Canada le fait, comme les autres le font généralement. Et quand on parle d'appui budgétaire, et aussi, notamment avec le Qatari Foundation for Development, nous avons soumis un plan. Pourquoi pas, si vous êtes disposé, on pourrait avoir un fonds de garantie. Et ce fonds de garantie nous permettra de faire des prêts pour investir, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Vous savez, ici en Haïti, nous avons un problème d'accès au crédit. Il y a des petites et moyennes entreprises, quand ces gens-là, quand ils ont voulu ouvrir un business, mais bon, c'est de conditions, ils vont gagner, bon, c'est de accès, ils vont gagner à ces crédits. Et bien, nous avons pensé que nous avons demandé un fonds de garantie qui a l'étude, et après dans quelle mesure il y a mis un fonds de garantie ça, de montant de 100 millions de dollars, qui pourra le servir, au contraire, un fonds de garantie, c'est un fonds qu'il a, on peut le prêter sur lui. Autant de fois, on peut prêter sur lui, me remettre, même pour me permettre de financer petites et moyennes entreprises. Et à partir de là, pour nous avancer, pour nous renforcer le secteur ça, et créer davantage d'emplois. Mais à aucun moment de... Monsieur, même parlait de... On a vendu la citadelle, là. Oui, on a vendu la citadelle et on serait en train de négocier
des licences d'exploitation des ressources souterraines, dans terre. Mais, ça aurait été, mais écoutez, dans tout pays du monde, c'est la responsabilité de l'État de le faire. Bon, même quand ce n'est pas été le cas, mais l'État doit faire ça. Oui, mais pas et à travers un comité réduit de Non, il y a un comité réduit. Il y a toujours une délégation qui a les rencontrer les potentiels investisseurs. Étant donné qu'il n'y avait pas de parlementaire, aucun parlementaire ne faisait partie de la délégation. Non, ce n'est pas à ce niveau-là que les parlementaires doivent intervenir. Le niveau parlementaire doit intervenir, c'est l'État, l'exécutif conclut avec l'autre exécutif là. Si on a un accord qui joignent, si on a un bail qui est signé, maintenant on peut soumettre cet accord à la ratification du Parlement. Comme ça a été le cas des 150 millions de dollars de Taïwan pour la construction du système électrique de la zone métropolitaine. Moun qui signe un long article, ça. Alors, non, vous connaissez ça, non? Non, mais attendez, moi-même, écoutez. Et je dois vous dire honnêtement, et à chaque fois que je vois ces ragots sur les réseaux sociaux, je ne les prends pas au sérieux. Je vois, ce sont des tentatives de destruction. C'est ça nos forts, malheureusement. Nous toujours pas plaisir pour nous détruire, mais au lieu pour nous construire. Mais pour qui ça, en Haïti, en Italie, là, si on parle d'investissement étranger, c'est à supposer un sujet toxique. Je ne comprends pas. Alors, je ne comprends pas vraiment. Aidez-nous comprendre, monsieur le ministre. Il y a un monde au courant seulement d'une délégation qui allait au Qatar. Est-ce que mon ancien information gagnée, ou bien information que n'est pas gagnée, ou bien information gagnée, elle manquée? À votre avis. Il y a une méchanceté là-dedans, tout compte sur le monde. À votre avis, c'est seulement ça, motivation, le monde pour faire ça? Bien sûr, attendez, écoutez. Ou bien est-ce que vous connaissez que le commun des mortels pas connaît, par exemple, que moi-même, je ne pas connais? Écoutez, je suis sûr, et je vous donne ça comme garantie. C'est même quand j'ai été aux États-Unis, à Washington, rencontrer l'ambassadeur John Bolton, vous connaissez ce qu'il a dit? Il a dit que mal vendre tout. Et même Bagala, c'est la même histoire. J'ai été à Washington pour vendre les biens d'Haïti, etc., etc. Mais est-ce qu'on a identifié qui est-ce qui dit ça? Le parti de c'est toujours les réseaux sociaux. Non, alors, excusez-moi, monsieur le ministre, voilà ce que je voulais dire. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un ramassis de fake news, comme on dit, mais fake news là, c'est pas un qui sont tombés dans le ciel. Bien sûr. C'est le monde qui écrit. Bien sûr. Le monde est capable de motiver par la méchanceté. Mais est-ce qu'il y a une question d'intérêt qui entre en ligne de compte? Bien sûr, il y a une question d'intérêt. Vous pensez que ça capable de sortir de l'opposition ou bien des hommes d'affaires? Bon, écoutez, je ne suis pas là pour accuser de l'opposition, parce que la majorité de ces gens de l'opposition sont des amis. Je ne suis pas là non plus pour accuser le secteur privé. Parce que le secteur privé de mon pays, je le respecte, parce qu'il fait un peu l'effort pour investir dans le pays, c'est un malgré problème. Moi-même, je suis pour le renforcement du secteur privé haïtien. C'est pourquoi que je crois, avec les investissements étrangers directs, l'ICA est important aussi, pas seulement pour Haïti, en général, mais en particulier pour le secteur privé haïtien de se renforcer. De nouveaux partenaires internationaux pour renforcer cette chose, pour créer plus de jobs, plus de travail pour le monde. C'est ce que nous avons besoin en Haïti. C'est ça. C'est l'investissement étranger, renforcer notre secteur privé pour la création de beaucoup plus d'emplois, la création de richesses et aider les gens à sortir dans le problème ça là, notamment les jeunes haïtiens qui commencent déjà à perdre l'espoir. Voilà. Ambassadeur Bokshi Edmond, la prochaine étape, c'est pas qui ça? Dans le cadre Qatar, là. Ou encore en guise de suivi. Non, il va y avoir un suivi. Le suivi, c'est que nous avons produit deux demandes et nous avons sollicité un appui budgétaire. Si on approuve le Banol, et là, ça ne va pas gagner un cap fait en secret. Deuxièmement, nous avons sollicité la mise en place d'un fonds de garantie pour appuyer les petites et moyennes entreprises. Dans la mesure où tous les deux demandes sont ratifiées et approuvées, il n'y a pas de secret, tout le monde apprenait. Et pour appui budgétaire, là, c'est vrai que nous avons une relation diplomatique avec eux, déjà, pour reprendre ça dire, mais en contrepartie, pas oublier que Qatar a investi en Haïti, ça fait longtemps, là-bas, en termes d'assistance. Le Qatar, après le tremblement de terre, il était bas à la fondation Clinton, 20 millions de dollars. Déjà.
Et Qatar. Pour Haïti. Oui, pour Haïti, après le tremblement de terre, il était près de 20 millions de dollars. Je connais, souvent des utilisations de fonds, je ne sais pas comment c'est utilisé. Hein? Mais on connaît Qatar et financer ce qu'on appelle l'éducation pour tous ici. Qatar est aidé en pile avec Partners and Health qui construit l'hôpital Mibalais. Ils ont aidé aussi. Qatar actuellement travaille avec Fondation Sean Penn, JPR, on va comme ça, soit JPR, on va comme ça. C'est une organisation Sean Penn ici que j'ai étonné quand j'ai été rencontrer le Qatar Foundation for Development. Je dis nous à peine près de 5 millions de dollars à cette organisation de Sean Penn qui travaille en Haïti. J'ai étonné ça parce que nous ne sommes pas au courant. Et de tout soulever questions avec eux, c'est là le problème de tout don ça qui fait au nom d'Haïti, mais malheureusement qui passe par des organisations internationales que l'État n'a pas rien du tout. Est-ce que nous entendons à travers les matchs ça a changé de données? Bon, c'est que nous disons ça, nous disons dorénavant, nous pensons que la présence de l'ambassade est très utile. Mais là, on parle de plusieurs millions. Là, bien sûr. La Fondation Clinton, après le tremblement de terre, avait reçu 20 millions de dollars au nom d'Haïti, du Qatar. Baron comment ils viennent gérer après, je ne sais pas. Et ils ont investi, ils ont donné comme appui, comme support à la Fondation Partners and Health, qui est responsable de l'hôpital de Mibalais. À hauteur de combien? Bon, ça, un chiffre là, toujours rejoindre. Et ils ont contribué comme don à un programme d'éducation pour tous, par exemple. J'ai été surpris d'apprendre récemment, pas trop longtemps, fondation, du moins son organisation qui est dirigée par l'acteur américain Sean Penn, JP, on barre comme ça, bien après, ils ont fait un don de 5 millions de dollars. Toutes ces débarras qui fait au nom d'Haïti que l'État haïtien n'est pas au courant. Et il y a une débarras que je me dis, écoutez. Là, vous n'avez pas d'engagement pour des redditions de comptes? Non, bon, ce sont des dons. Ce sont des dons des organisations privées au nom d'Haïti. Mais généralement, quand on veut accuser, comme l'a passé mal, on va dire l'État. On va dire que les autorités haïtiennes sont des corrompus. Mais trop souvent, on ne connaît pas que comme ça pas arrivé dans l'État haïtien, c'est des organisations privées de gérer. Mais moi-même, ce que je leur ai dit, nous devons penser à une nouvelle forme de coopération. Alors, c'est JPHRO. Oui, c'est JPHRO, c'est ça. Ils ont reçu 5 millions de dollars de Qatar Foundation for Development. Andy auditeur, merci. De Qatar Foundation for Development. C'est eux c'est comme le USAID. C'est un bras de développement humanitaire. Mais moi-même, c'est que ça me dit qu'on doit sortir de cette formule. Si vous voulez aider Haïti, ça doit se faire à travers les autorités légitimes, à travers l'État haïtien. À chaque fois, des organisations internationales prennent comme la main non Haïti. Ensuite, nous n'avons pas des informations qui ça l'agence a offert. Et quand le pays sait que l'argent a été donné à Haïti, mais pas à l'État haïtien, ça crée un problème. Oui. Monsieur le ministre, nous parlons en pause là. L'un tourné n'a pas parlé de plusieurs autres petits dossiers. Absolument. Et, par exemple, dernière rencontre au sommet et qui fait entre le président de la République et Donald Trump, président américain. Et des questions employées autour qui à l'étranger, que le ministère en doué, qui ont dossier ça pas avancé, qui ont dossier ça bien. Je me dis déjà qu'il y a plusieurs points que nous avons pour aborder le retourner. Absolument. Poursuivez, madame, monsieur. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le chancelier haïtien, monsieur Bokshiet Edmond. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Alors, pendant la pause, on remarque de mon auditeur, il dit que nous avons besoin d'investisseurs. Il dit tout que faut suspendre avec question payant par pour vendre.
Pays des Salines, non? Oui, pays des Salines. Même parce que c'est quand même une très bonne remarque. Parce que, écoutez, même quand on suppose que nous allons parler d'exploration de mines ou bien pétrole, etc. Bon, si toutefois on a dit tout le temps que nous avons des ressources, et nous autres en Haïti, nous n'avons pas cette capacité technologique pour nous explorer, pour nous chercher qu'on est-ce que nous avons un vrai. Alors, quel serait le rôle de l'État? C'est chercher une compagnie étrangère, venir demander, venir faire exploration pour nous. Est-ce que pour nous gagner, si nous joignent? Pour nous, si nous joignent, c'est l'État et la société civile et tout secteur dans le pays qui vient pour assurer que les ressources que nous joignent, ou bien qu'à exploiter, ou bien qu'à produire des revenus pour Haïti, que ou bien utiliser, que le peuple haïtien lui-même est bénéficiaire. C'est ça qui est toute préoccupation. Mais pour qui ça que si nous avons gagné, l'autre pays, la République dominicaine là, actuellement, à plusieurs reprises, il y a plusieurs compagnies qui ont fait exploration, qui ont exploité de l'or, qui ont fait tout bien. Mais qui ça que dit nous va gagner tout? Mais si nous va chercher. Si nous va chercher une compagnie qui a une technologie qui vient chercher ça, on a fait. Nous allons mourir avec eux là, pendant ce temps, nous allons mourir dans la misère. Bah quoi ça? Ok. On dit nous qu'il y a deux demandes qui étaient formulées. Bon, certainement pour un engagement, mais au moins, est-ce qu'il y a une promesse formelle de suivi? Bien sûr, ils promettent nous qu'il y a étudié les demandes. Et au moment opportun, il y a dit non si les demandes là approuvées, s'il accepté ou pas. Mais, nous pas là seulement comme moi pour nous faire demander ça, mais nous sommes là tout pour nous montrer, offrir ça à Haïti gain pour vendre comme investissement. Le tourisme, l'agriculture. Parce que alors, la question de vote existe vraiment, mais pas on vote dans le niveau. Même quand nous parlons en Haïti, nous vendons l'image d'Haïti. Nous parlons de la vendre l'image d'Haïti, c'est Haïti ou à vendre. C'est-à-dire, quand on parle de vendre l'image d'Haïti, ou du moins montrer aux investisseurs, aux potentiels investisseurs, les différentes potentialités d'Haïti. Après, nous parlons autour d'une main-d'œuvre haïtienne qui est très jeune. Je pense que c'est ce genre de barrage à nous faire, c'est vendre le pays à un niveau ça, son image positive. Bon, parce que ça n'a pas montré toute la journée, c'est une image de destruction. En tout cas, mais on doit démontrer au monde que Haïti c'est autrement. Monsieur le ministre, nous avons une idée, en fait. Nous avons une version officielle là, et c'est ça que tu as fait là-bas. Bien sûr, bien sûr. Moi, où est tout qu'on rejette d'un revers de main tout ça que dit sur les réseaux sociaux. Non, pour moi-même, c'est des ragots et je ne les prends pas au sérieux. Aussi simple que ça. On allait pour le Venezuela, monsieur le ministre. Donc on a que position gouvernement pour être critiqué. C'est que tu encourages le président. C'est que encourages le président pour une position ça en tant que ministre des Affaires étrangères. Bon, tout ce que je vous dirais sur la question du Venezuela. Et je vous dirais que ça a été une décision d'État et je n'ai pas l'intention d'en discuter sur le plateau et cette histoire. Mais je dois vous dire que Haïti, nous sommes toujours... Je veux quand même vous poser une question. Pourquoi pas? Pourquoi 6 ou 7 mois après, vous avez décidé de tourner le dos à Maduro, alors qu'avant, il avait bénéficié d'un quelconque... soutien. Mais les relations internationales, ce sont des relations dynamiques. Et aussi les relations internationales sont basées toujours sur les questions d'intérêt nationaux. Mais comme je vous avais dit tantôt, ça a été une décision d'État et je me garde d'en discuter. OK. Entre-temps, il y a eu cette invitation adressée au président haïtien pour qu'il participe au mini-sommet. Avec le président américain, on a pu comprendre aussi que le dossier du Venezuela, ou encore la position d'Haïti par rapport au Venezuela, était encore la toile de fond, en quelque sorte, de cette invitation, de ce sommet. Certes, la question du Venezuela a été discutée, a été sur la table, mais l'objectif principal de cette rencontre était pour les États-Unis et de voir comment renforcer les relations avec ces pays. On dit aussi que c'était pour remercier ces pays-là de leur position, des positions exprimées par rapport au Venezuela. Bon, ça pourrait être une opinion, mais pour moi-même, je ne l'avais pas vu de cette manière. La Chine.
quoi la Chine? Je sais, c'est un grand pays de l'Asie. Qu'en est-il de la Chine? Est-ce que le président américain vous a encouragé à prendre votre distance par rapport à la grande Chine? Je ne crois pas. Cette question n'a pas été sur la table. Et je dois vous dire que le président américain, il a eu des rencontres privées avec les 2 chefs d'État et les 3 chefs de gouvernement. Et je n'avais pas assisté à cette rencontre. Mais je sais les rencontres auxquelles j'ai participé. Et il n'a jamais eu cette histoire de la Chine. Je crois certainement qu'ils ont parlé de l'influence de la Chine dans la région. Mais on ne nous avait pas demandé de rester loin de la Chine. Ça aurait été une décision souveraine, autant que je sache. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur la visite de Marco Rubio? Bon, Marco Rubio, écoutez, c'est un sénateur. Est-ce que c'était pour préparer uniquement là? Non, Marco Rubio n'était pas venu pour préparer la rencontre de Mar-a-Lago. Marco Rubio est un sénateur. C'est un autre pouvoir, c'est le législatif. Marco Rubio, écoutez, c'est un sénateur américain influent de la Floride. Dans sa zone, il y a beaucoup de votants de vote haïtien. Il pense que Haïti, dans cette situation, il avait voulu être en Haïti pour voir dans quelle mesure il pourrait contribuer, aider au processus qui a été enclenché par le président de la République, le processus de dialogue national. Il était venu encourager les acteurs, voilà. Mais il n'était pas venu pour préparer la rencontre de Mar-a-Lago parce que Marco Rubio est un sénateur du législatif, du pouvoir législatif. Et le président Trump, c'est l'exécutif. Et il n'était pas venu pour préparer la rencontre. Question TPS, on va contre si le président... Bien sûr, la question de TPS a été aussi sur la table. Et quelle a été la promesse de Trump? Non, je pense qu'ils vont continuer à travailler là-dessus. Et vous savez, il y a une décision judiciaire qu'il avait prolongée jusqu'en janvier 2020. Et le sénateur Rubio, notamment, nous a donné la garantie qu'il va continuer à travailler et voir comment on pourrait aider ces Haïtiens à sortir de ce statut temporaire à un statut permanent. Et je crois qu'il y a eu un projet de loi qui a été soumis par un groupe de congressmen démocrates et pour voir dans quelle mesure on pourrait changer de statut à ces bénéficiaires de TPS, c'est-à-dire de TPS à un statut permanent. Monsieur le ministre, nous avons parlé tout à l'heure de réseaux sociaux qui disent n'importe quoi. Non, ça, on considère on est d'accord sur ce point. Mais est-ce que le ministère entend, ou bien est-ce que ça existe déjà, un site, côté que toute activité nous a fait capable de poster et que Haïtiens sont capables de référer à lui pour éviter... Bien sûr. Non, écoutez, je dois vous dire, je suis tout à fait d'accord. Actuellement, on travaille sur lui. Quand je suis arrivé au ministère comme ministre en septembre dernier, c'est un reproche que je me fait à l'unité d'informatique. Comment faire au ministère de Affaires étrangères par un site, par un website. Et de mon côté, même quand je bats tellement très bien le fait que les activités officielles me partagent sur ma page personnelle, mais c'est dans l'esprit pour rendre public tout ça m'a fait. C'est-à-dire tous mes voyages ont été, toutes les photos de mes voyages ont été postées sur ma page personnelle et de Facebook, de Twitter, de Instagram. C'est d'une façon pour mettre à l'esprit des gens que je ne fais rien en cachette. Parce que je ne peux pas être un ministre des Affaires étrangères d'un pays pour aller soit négocier en cachette en bas de table, ou du moins faire une activité louche. Non. Et c'est pourquoi moi je prends ces choses sur les réseaux sociaux comme des ragots. Je ne les prends pas au sérieux. On connaît les WhatsApp, ça, n'importe mon chita, on côté les cris, imaginons bagaille, les cris après l'aller. Et c'est pourquoi je leur dis au ministère, il faut aller vite pour mettre ce page web disponible pour que toutes les informations, toutes nos activités soient publiques. Et nous travaillons sur ça, nous sommes très avancés dans ce sens-là. Bon, on va parler de réunion qui fait Washington, réunion de Center for International Studies. Le CSIS. Bon, écoutez, la réunion, c'est pas plutôt une réunion, c'était une cérémonie de présentation d'un rapport que vous fait, d'une enquête que vous fait sur la zone frontalière entre Haïti et la République dominicaine. Puis au niveau du commerce là, comment ça fonctionnait, comment un carani et... Question contrebande,
question contrebande, la lutte contre la contrebande, etc. Mais malheureusement, et les deux ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine ont été invités, mais malheureusement, c'était le même jour du mini-sommet de Mar-a-Lago en Floride, donc nous n'avons pas pu assister. Je crois pour la République dominicaine, il y a eu l'ambassadeur dominicain à Port-au-Prince de Pradel qui a été, et nous autres, et il y a eu 2 diplomates de l'ambassade d'Haïti à Washington qui ont assisté à cette présentation. Ça a été la présentation d'un document et son étude qui fait sous frontière là, mais ce n'est pas une réunion, c'est une présentation d'un document. En quelques mots, comment ça étudiant révélé? La frontière est poreuse. Non seulement question poreuse, question nécessaire pour nous continuer la bataille contre la contrebande et nécessaire pour nous mettre des infrastructures davantage sur la frontière, non seulement pour empêcher la contrebande, mais aussi pour régulariser les relations commerciales là, pour faire beaucoup plus. Pour relations commerciales par un déséquilibre là-dedans. C'est-à-dire, et quand nous voyons que tous les produits dominicains arrivent et les produits haïtiens, généralement, c'est difficile pour y aller, pour être exportés là-bas. Et tous ces différents aspects qui dans le rapport là, mais devons résumer le rapport là, même beaucoup de rapports là de manière physique pour donner toute information là-dedans. Mais je crois qu'il y a eu aussi une délégation du secteur privé qui a été. Et normalement, je me propose de les rencontrer et pour avoir leurs sentiments, leur position, leur opinion sur ce document. Monsieur le ministre, depuis 2 ou 3 ans, si vous voulez, gagner un processus si vous voulez, pour dégraisser le personnel diplomatique haïtien à l'étranger. Dans quel point oui avec question ça? Bon, écoutez, moi, je vais être honnête. Et question de dégraisser ces services diplomatiques là, il commence, c'est vrai, mais ce ne sera pas aussi facile. Parce qu'il y a trop, je dirais, et depuis que l'on pays, que l'État est le seul pourvoyeur d'emploi, et c'est une des raisons que moi-même toujours insisté pour question d'investissement étranger, pour que l'État suspende le principal pourvoyeur d'emploi, pour qu'il y ait d'autres sources de création d'emplois, et pour gagner l'autre alternative, on va obligé de travailler dans l'État ou qu'à travailler dans notre entreprise qui paye au bien, etc. C'est pourquoi que moi-même toujours pour l'investissement étranger, pour créer beaucoup plus de travail. Et ce ne sera pas une chose facile. Et je dois vous avouer qu'il y a eu beaucoup de rappels, ou du moins de renvois, qui a été, c'est-à-dire ce sont des choses qui ont été faites par mon prédécesseur. Et depuis mon arrivée, nous sommes dans la situation de tout. J'ai dû reconsidérer certaines de ces décisions. Pourquoi? Parce que vous avez des missions qui rejoignent tout diplomate honnête rappelé. Et les missions s'arrêtent seules avec un secrétaire. Et très souvent, ce n'est pas un secrétaire haïtien, sont étrangers, qui a géré un consulat, qui a géré une ambassade. C'est-à-dire d'estimer que pas de gain en programmation, ou du moins pas de grande méthode dans cette décision. J'ai dû, dans certains cas, reconsidérer. Mais la réforme en soi se poursuit. C'est-à-dire, réforme dans Bawel, c'est révoquer monde, c'est renvoyer monde. Réforme pour moi-même, moi que c'est rendre mission diplomatique beaucoup plus productive, faire beaucoup plus agressive dans la chaire d'investissement. Et moi, tout réforme on a notre considération de notre, je dirais, stratégique de notre position diplomatique. Par exemple, une ouverture sur l'Afrique davantage. Nous avons eu une ambassade au Bénin. Après beaucoup d'analyses, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas nécessaire d'avoir une ambassade au Bénin, d'avoir une ambassade en Afrique du Sud. C'est un continent assez large. Dans ce cas, nous avons décidé de prendre ces ressources, de concentrer ces ressources à partir d'un lieu qui est Addis Abeba en Éthiopie, auprès de l'Union africaine. Nous pensons qu'à partir de là, on pourrait avoir des relations avec les autres pays africains. Et parce que, pourquoi? Nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas les moyens. Une politique étrangère est forte quand votre économie est forte. Pour avoir des moyens pour le travail, on est obligé de penser stratégiquement comment ressources gagnent, comment on va dépenser.
C'est pourquoi que je pense, au lieu de gagner plusieurs ambassades là au continent, comme ça, je pense qu'il est important pour nous gagner un seul côté, qui est un centre où tous les pays africains sont là, qui est Addis Abeba, auprès de l'Union africaine, là où nous avons un statut observateur. Je pense qu'à partir de là, nous pouvons mettre les relations avec les pays d'Afrique. Et nous sommes en train aussi, comme je vous avais dit tantôt, dans les pays du Golfe, nous avons une ambassade à Doha que nous allons inaugurer prochainement. Et nous avons pensé aux pays scandinaves de voir comment mettre une ambassade dans un pays scandinave qui aura la juridiction sur les autres. Parce que nous devons penser stratégiquement et voir où sont les intérêts, où nous pouvons y aller chercher. Et c'est ça les pays font. Les pays, ils ne font que aller à la recherche d'investissements étrangers, vendre l'image positive de leur pays à partir de la mission diplomatique. C'est ça, je pense, le réforme. OK. Information que je gagne, c'est que vous avez intégré le système ça depuis 1990. Bien sûr, je suis entré au ministère comme stagiaire en 1990 et j'ai parcouru les différentes directions techniques du ministère et ensuite je suis sorti à l'extérieur et c'est une des raisons que je dois vous dire en toute primeur, non seulement les nouveaux ambassadeurs qui sont en train d'être désignés, la majorité là-dedans, ce sont des cadres, des diplomates de carrière que le président de la République a accepté, proposé pour devenir ambassadeur. Parce que le président de la République, il me l'a dit personnellement, pour les ambassadeurs, je ne suis pas pour des nominations politiques. Il y a des postes techniques qu'on mette des techniciens à leur place. Il choisit valeur là, sous ça, et le président m'a autorisé. Il m'a encouragé d'aller à ce sens. C'est ça qu'il faudra pour la majorité ambassadeurs que nous proposons là. Nous faisons demande d'agrément pour bien proposer. Aussi, moment que rien pour présenter devant le Sénat, vous allez voir, ce sont des diplomates de carrière du ministère, ceux qui ont été promus comme ambassadeurs, comme moi-même. C'est un ministre qui m'avait donné une chance pour aller à l'extérieur. C'est pourquoi au ministère des Affaires étrangères aussi, la nomination à l'extérieur, je vais prioriser la politique. Si toutefois je dois nommer politiquement quelqu'un, je dois nommer aussi un cadre du ministère. Parce que quand vous contribuez à la formation des diplomates, ce n'est pas seulement au ministère. Le jeune diplomate doit sortir à l'extérieur, affronter des autres diplomates sur la scène internationale, c'est-à-dire le mettre dans une situation de construire lui-même, ou du moins de renforcer ses expériences, non seulement localement, mais internationalement. Parce que quand on dit on est diplomate, on n'est pas seulement diplomate pour Haïti, on doit être un diplomate pour l'étranger, et partout. Les frais de rappel, c'est très élevé. Non, les frais de rappel, généralement, c'est 1 mois et demi de salaire. Qu'est-ce qui explique que nous... on a dit tout retard ça dans le paiement des... Bon, on connaît... Parce que là pas grand rien qu'expliquer. La seule raison qu'on connaît, c'est l'économie, la situation économique. C'est pas personnel pléthorique. Parce que c'est ça, c'est ce que bon, je ne réponse là. Si on avait eu tout... C'est-à-dire on avait pris cette décision de remplir nos missions diplomatiques et consulaires avec des gens, au grand personnel pléthorique, au grand masse salariale élevée. C'est vraiment là des problèmes avec la goutte qui prend ça et dollars monter. C'est normal là, bon, conséquence ça. Alors, mais on commence à éponger d'être ça. Certainement, on commence, mais lentement, malheureusement. Et moi-même, écoutez, et c'est pourquoi je dois aussi profiter de l'occasion pour présenter mes excuses à ces fonctionnaires diplomatiques à l'extérieur qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Et j'ai été aussi moi-même dans ces conditions, je l'ai vécu dans ma chair, je connais ce que cela veut dire. Mais quand même, et nous y travaillons ardemment, et je travaille avec mon collègue du ministère des Finances pour voir comment résoudre le problème et comment voir au moins éponger cette dette le plus vite possible. Mais encore une fois, et je suis vraiment désolé. Mais comment rassurer à ces fonctionnaires? Okay, mais comment rassurer ces gens-là qui nous suivent parce que je commence à les rassurer parce que je suppose qu'ils sont légion là à nous suivre. Bien sûr, je commence à les rassurer parce que je commence à émettre certaines
je pense qu'ils ont eu déjà certains salaires. Mais on va au fur et à mesure, on va y arriver. C'est pas la première fois que cela s'est produit. C'est dû, comme vous avez dit, c'est dû tout simplement au personnel pléthorique. Il y a trop de monde. Et la masse salariale, c'est trop élevée. Mais je crois que c'est notre responsabilité de leur payer parce qu'on ne peut pas mettre des gens au travail sans pouvoir leur payer. Et c'est pourquoi je continue à travailler avec mon collègue du ministère des Finances. Et encore une fois, je vous présente mes excuses. C'est une situation intolérable. Cela ne doit pas se produire. Mais je vous promets, je travaille sérieusement là-dessus. Donc là, on peut dire qu'il ne va pas y avoir à part les ambassadeurs techniques, comme vous l'avez dit tantôt, qui feront partie du personnel diplomatique bientôt. On ne peut pas s'attendre à des nominations bientôt. Nomination, réintégration. Non, parce que nous n'avons pas les moyens. Nous sommes en train seulement de travailler sur les ambassadeurs. Vous savez, nous avons pas mal d'ambassades qui ont été sans ambassadeurs pendant plusieurs années. Et qui est quand même une chose anormale. Mais pour les autres cas, non, pas pour le moment. Mais nous sommes en train de finaliser. Et vous savez, c'est un processus assez discret. Quand on sollicite l'agrément pour l'ambassadeur, on ne peut pas le rendre public jusqu'à ce que le gouvernement étranger accorde l'agrément. Mais pour le moment, nous avons reçu déjà 2 agréments. Et il y a aussi les autres ambassadeurs qui ont été désignés. Ce sont des missions des organisations internationales. On n'a pas besoin d'agrément pour eux, comme les Nations Unies à New York, les Nations Unies à Genève, l'OEA et l'Union européenne. L'UNESCO, ce sont des organisations qui n'ont pas besoin d'agrément. Tout simplement, le président désigne l'ambassadeur, le Sénat, la Commission des affaires étrangères l'auditionne, l'approuve et la personne est partie pour prendre son poste. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a toujours une raison derrière les rappels? Pas nécessairement. Les rappels, généralement, c'est une mesure administrative. C'est après un nombre de temps de service. Il y a certains pays, après 3 ans, vous êtes rappelé aux services centraux. Et il y a certains pays, c'est 4 ans. Mais je pense que nous devons faire en sorte pour résoudre ce problème. Quand un diplomate part, c'est comme si on a l'impression que le diplomate part à vie. Il y a une histoire, par exemple, d'un diplomate qui a passé près de 21 ans dans un poste diplomatique. C'est pas possible. Dans un pays sérieux, quelqu'un ne peut pas passer plus que 3 ans dans un poste diplomatique. Et la personne peut être transférée d'un poste d'un pays à un autre, mais après un certain temps, la personne doit retourner au ministère, aux services centraux, pour apporter les expériences acquises à l'extérieur au service du ministère. Nous avons une académie diplomatique. C'est-à-dire, c'est un fonctionnaire diplomatique. Après avoir passé 4 ans, 8 ans à l'extérieur, probablement ils ont été à l'université, ils ont eu la chance d'avoir d'autres niveaux universitaires, et bien ces diplomates peuvent être utiles à l'académie diplomatique comme enseignants, en partageant comme des conférenciers, en partageant leurs expériences avec les jeunes diplomates du ministère. C'est pourquoi je pense que la rotation est de mise. Il faut qu'il y ait la rotation. On ne peut pas se permettre d'avoir un ambassadeur dans un poste 7 ans. Et quand le pays, là où cet ambassadeur est, et pendant ces 7 ans, il y a 3 ambassadeurs qui sont passés. Vraiment la toute dernière. Et qu'est-ce que Boxy Edmond va faire quand il ne sera plus ministre? Moi, je vais continuer, non seulement, dans ce premier temps, je serai toujours un citoyen haïtien. Je vais continuer à travailler dans ce domaine. À titre de consultant ou pas? Bon, moi, j'aurais bien aimé être et prononcer des conférences et partager mes expériences acquises, parce que je vais avoir 28 ans de service au ministère. Oui. J'ai commencé tout jeune, quand j'avais 22 ans. Et pendant ces 28 ans, j'ai beaucoup appris, oui. J'ai beaucoup vu. Vous avez représenté Haïti à l'OEA aussi? J'ai représenté Haïti à la Jamaïque, au Panama, à l'OEA, à Londres, et aussi j'ai eu l'opportunité de participer à pas mal de rencontres internationales représentant Haïti. C'est pour moi un privilège et un honneur de servir mon pays, et à chaque fois que j'aurai l'occasion de partager ces expériences avec des jeunes, je le ferai avec plaisir. Merci infiniment, monsieur. Merci de m'avoir reçu ce matin, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le ministre des Affaires étrangères
M. Boxy Edmond était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, passez une excellente journée avec nous et à demain. Alors, exceptionnellement, demain, on n'aura pas Maître Patrick Laurent et c'est de façon exceptionnelle, c'est Michel Soukar qui sera avec nous demain. Allez, passez une bonne journée. À demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.